Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le test du Sony FE2405 f4 GOS S. Alors, pour certains objectifs que je viens de recevoir, avec lesquels j'ai pu passer qu'une semaine, je suis parfois obligé de faire beaucoup de tests et d'essayer de deviner un peu comment il va se comporter en général. Ici, sur ce 2405, je l'ai tout simplement amené un peu partout et je le connais par cœur, cet objectif. Donc, je vais pouvoir vous en faire une restitution qui est beaucoup plus vraiment issue de tests terrain plutôt que de tests de démonstration. C'est agréable, hein, même si évidemment ce n'est pas toujours possible, notamment quand un objectif est nouveau. En tout cas, ce 2405 GOS, comme vous pouvez voir, il est relativement compact, hein, toute proportion gardée. On est sur du plein format et on est sur une optique qui est quand même assez polyvalente. Donc il ne fait que 663 grammes, hein, ce qui en fait un des plus légers 2405 qui existent sur le marché. Donc réellement, hein, sincèrement, quand on l'a en main, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt compact. C'est à peu près la taille d'un zoom 24-70, enfin 16-55 sur APS-C, donc c'est vraiment compact. En plus, là, on va à 105, hein, on ne s'arrête pas juste à 70. Dès son nom, on comprend qu'il appartient à la gamme G chez Sony. Alors, vous avez la gamme GM qui sont les objectifs fantastiques. G, vous êtes un tout petit peu moins que fantastique, mais enfin, on est quand même sur un très haut niveau de performance chez Sony, hein, puisqu'on a des optiques qui n'arrivent même pas à rentrer dans la gamme G. Donc, on est sur quelque chose où Sony nous dit, dès le nom de l'objectif, qu'on est sur quelque chose d'excellent. L'autre chose à noter sur cet objectif, c'est le OSS. Ça veut dire qu'il est stabilisé en interne. Donc ici, à noter que la stabilisation de l'objectif est capable de fonctionner de pair avec la stabilisation du capteur des Sony. Il se distribue les axes. En termes de construction, on est sur quelque chose qui est absolument irréprochable. On a une bague ici qui va vous permettre de faire le zoom, une bague qui est graduée. Elle est assez dure, je trouve, et moi j'aime bien ça. J'aime bien que le zoom, finalement, il ne rentre pas tout seul, par exemple, quand je le pose comme ça, que si je le pose comme ça, c'est pareil, il ne bouge pas. Bref, pour moi c'est un signe de qualité, il ne va pas s'ouvrir dans le sac. C'est quelque chose que j'aime plutôt bien, on va dire, le fait que ça soit un peu dur. On a un bouton personnalisable, donc ça aussi c'est plutôt sympa. On n'en a qu'un seul, hein, sur tout le pourtour de l'objectif. On a deux boutons, comme vous pouvez le voir ici, qui permettent de débrayer la mise au point ou de mettre en mise au point manuelle, et la possibilité d'activer ou de désactiver la stabilisation. En plus de tout ça, au bout du fût, ici, on a la bague de mise au point. Alors ici, contrairement à la bague de zoom qui est un peu dure, ici, on a une bague qui est extrêmement souple. Certains aimeront, certains trouveront un peu trop souple. C'est vrai que quand on fait une mise au point extrêmement délicate, c'est vrai que c'est tellement souple qu'on a parfois du mal à être extrêmement précis. Quand on regarde devant, on s'aperçoit qu'on est sur un objectif avec un diamètre de filtre de 77. Évidemment, on est sur une lentille frontale qui est absolument plate, sur laquelle vous allez pouvoir mettre tous les filtres que vous avez envie. Et on peut voir ici qu'on a une distance minimale de mise au point de 38 cm, ce qui est extrêmement réduit, hein. La plupart des autres 2405 ont plutôt une mise au point qui est aux alentours de 48-50 cm. Donc ici, ça va vous permettre finalement d'avoir un rapport de grossissement, en fait, de faire des photos semi-macro, on parle plutôt de proxy à ce niveau-là, mais disons, vous allez pouvoir vous rapprocher énormément des choses et des petits objets pour en faire des gros plans, et ça, c'est aussi un des avantages de cet objectif-là. Alors, une fois monté sur votre boîtier, vous allez voir que ça fait un ensemble qui n'est pas non plus ultra compact, mais qui reste quand même pour du plein format, pour avoir cette polyvalence-là, quelque chose qui n'est pas non plus monstrueux, hein. Ça reste relativement contenu, hein. Vous mettez à côté un 24-70, vous allez vous rendre compte à quel point ce 24-105, il est vraiment compact, sachant que, contrairement à tous les 24-70, lui, il a la stabilisation. Évidemment, il est livré aussi avec un pare-soleil, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et on va maintenant passer sur l'ordinateur pour que je vous montre quelques photos. Voilà, tout d'abord, sachez que c'est un objectif, hein, qui est vendu à peu près 1279 €. Alors évidemment, comme dans toutes les marques, vous pouvez le trouver parfois plus en promotion, mais c'est aux alentours de ce prix-là qu'il a été commercialisé. Alors, en termes de photos, on va regarder pas mal de photos. Ici, je ne vais pas faire comme je fais les tests classiques, hein. On va découvrir l'objectif à travers différentes photos. On va voyager un peu, puisque finalement, comme c'est un objectif que j'ai pu faire voyager, en définitive, faisons un test un peu de cette manière-là. Et à chaque fois, je vous commenterai ce qu'il y a à vous commenter. Alors oui, c'est des photos où en plus, mes enfants ont quand même pas mal grandi depuis. Ici, on est à 105 mm f4. On est sur un A7 III.
Sur cette photo, ce qui est intéressant de voir, c'est de remarquer que le piqué est tout simplement admirable au centre. Au centre, ça peut difficilement être meilleur. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le bokeh. On arrive à avoir un bokeh qui est relativement intense, sans être sur un bokeh extrêmement profond non plus, puisque malgré tout, on reste à f4, même si on est à la focale 105. Donc on a quand même une belle séparation des plans entre les deux, même si on continue de distinguer l'arrière-plan en fait. On n'a pas un bokeh qui est tellement profond qui permet complètement d'occulter l'arrière-plan et on sait même plus ce que c'est. Ici, clairement, on continue de voir les formes des plantes. Par contre, on peut voir que les billes sont extrêmement rondes. Ça fait un tout petit peu d'onion ring d'après ce qu'on peut voir ici. Donc on a un bokeh qui reste relativement présent. Donc ici, la même chose avec mon fils, à 105 mm f4, toujours sur un A7 III. Le piqué, idem, il est vraiment remarquable. La séparation des plans est présente sans être extrêmement profonde. Donc, on va passer en revue quelques photos. De manière générale, c'est un objectif que j'aime amener en voyage, tout simplement quand je ne sais pas ce que je vais photographier. Je ne sais pas du tout quel sujet va se présenter à moi. C'est l'objectif que je mets par défaut sur mon appareil photo. Et finalement, il est bon à peu près à toutes les focales, cet objectif-là. Et c'est ça que j'aime bien. Regardez ici, sur ce fameux pont. En fait, quel que soit l'endroit de l'image que vous allez passer en revue, ici je suis à f11 au 58 mm, on a un piqué qui est tout simplement vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et c'est à peu près ce que je lui propose, ce que je lui demande finalement à cet objectif. C'est-à-dire que c'est un objectif sur lequel je veux pouvoir compter, quelle que soit la focale que je vais lui mettre, quelle que soit la situation que je rencontre, je veux pouvoir compter sur lui. Ici, idem, on est au A7R3, on est à 96 mm f4. Regardez le piqué que j'ai sur ce lapin. C'est exactement ça que je recherche dans cet objectif. Donc voilà, un objectif que j'ai amené à peu près partout. Ici, je suis à 105 mm, je fais du paysage à 105 mm. Encore une fois, dans une situation où je suis à Vichy, je pars me balader le long de la berge. Je ne sais pas du tout, mais alors du tout, ce que je vais photographier. Aucune idée, je ne connais pas les lieux. Et je tombe sur ça, la scène me plaît, il y a de la brume qui commence à apparaître sur le lac. Et puis voilà, je place l'objectif et regardez, je suis à f11. Et même sur les extrêmes, ici, je trouve que le piqué est assez remarquable, même sur les bords. Ici, je fais du paysage à 105 mm et je suis relativement satisfait par la qualité que j'obtiens. Allez, on passe. Ici, j'avais fait un petit filet. Donc ici, on peut parler de l'autofocus. C'est un objectif que j'ai amené en Camargue, avec lequel j'ai fait des chevaux. Alors ici, je suis sur un A9. Le A9, c'est quand même l'idéal pour pousser dans ses retranchements l'autofocus de l'objectif. Et sincèrement, encore une fois, il ne m'a pas du tout déçu. On peut dire qu'on a un objectif qui est extrêmement rapide. On a un objectif aussi qui va être extrêmement précis. Et vraiment, il est spot-on, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que l'objectif est extrêmement précis. Et regardez ici sur cette photo, au A9, le piqué sur ce cheval est tout simplement fantastique. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, ici sur une autre photo qui est un peu sous-exposée, mais pareil, la netteté, l'autofocus, tout ça, ça m'a suivi. Et lorsque j'étais en Camargue, alors qu'on est sur des sujets où on peut difficilement faire pire en termes d'exigence autofocus, on est sur des chevaux qui courent vers nous, c'est-à-dire qui déboulent à pleine vitesse. C'est là où c'est le plus dur à suivre parce que la distance change en permanence. Il faut sans arrêt réévaluer et le fait est que j'ai vraiment pas eu à me plaindre de louper au niveau de l'autofocus. Donc sur cette photo où les chevaux cette fois-ci sont plutôt à l'arrêt, ici je suis à 24 mm, je suis à f8 et finalement ce qu'on va regarder c'est le piqué. Et le piqué, sincèrement, ici je suis avec un A7R4, donc il doit remplir 61 millions de pixels cet objectif-là, et il y arrive. C'est ça qui m'a surpris, c'est que cet objectif-là, il arrive à remplir les 61 millions de pixels de mon A7R4. Donc regardez, ici, franchement, l'image, voilà, on ne peut pas l'inventer ça. Soit l'objectif, il est capable de fournir cette résolution-là, soit il n'en est pas capable. On peut voir que sur les extrêmes ici, c'est peut-être légèrement moins bon, mais c'est pas médiocre. Ça reste très bon, même sur les extrêmes. Alors au centre, c'est superbe. Sur les côtés, regardez ici les herbes, on peut voir que c'est moins bon. C'est moins bon. De manière générale, en tout cas sur le mien, je trouve le côté gauche, l'extrême gauche, un peu moins bon que l'extrême droite. Ça va être le cas sur quasiment toutes les photos. Mais enfin, au centre, pour moi, c'est excellent. Vraiment excellent, même sur un A7R4. Donc évidemment, tous les capteurs qui sont de plus basse résolution, c'est excellent aussi. À droite, ça reste très très bon.
Et sur le côté, c'est juste bon, on va dire. L'extrême gauche ici, c'est juste bon. Enfin, moi, j'ai été super satisfait de cette photo-là. J'ai vraiment pas eu grand-chose à reprocher. Allez, une autre photo d'action. Ici, c'était sur une présentation de chevaux. La mise au point de mémoire, elle est faite sur le cheval. C'est juste pour vous montrer le piqué, en fait, à l'intérieur, ici, de cette photo. C'est le top. Alors ici, je suis à Florence, maintenant. Petite photo de la coupole. Donc avec toutes les tours qui sont à côté. Donc ici, énormément de détails. Il faut bien imaginer que je suis à 105 mm, je suis relativement loin, hein. Il y a énormément d'air entre moi et ce que je suis en train de photographier. Et sincèrement, il s'en accommode très très bien. On voit tous les petits détails de la toiture ici. Regardez ici tout l'échafaudage, la grue, on voit les choses très très bien. Regardez toute cette tour ici. Sincèrement, c'est vraiment de la bonne qualité. Ici, il y a beaucoup de détails, on peut voir, hein, tous les détails qui sont capturés par cet objectif-là. Regardez ici sur ce bâtiment. C'est vraiment très bon. Alors ici, je vais sur le côté droit. Comme je vous ai dit, le côté droit reste relativement très très bon sur mon objectif. Le côté gauche est toujours un poil moins bon, hein. Vous voyez, on le voit ici par exemple. On sent que c'est un peu plus mou. Enfin, ça reste relativement bon. On est encore une fois, on est sur un A7R4. Si vous mettez cet objectif sur un A7 III, sur les côtés, c'est très très bon, hein. Vraiment, on ne voit pas cette faiblesse qu'on peut détecter un peu à l'A7R4. Donc voilà, la Florence, ici, on va accélérer un tout petit peu. Je suis en Toscane, encore une fois, au 90 mm. Ici, je suis à f8. Et là aussi, si on balaye un tout petit peu la photo, ben voilà. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à redire. Le piqué est au rendez-vous. Donc c'est un objectif que j'ai utilisé un peu dans toutes les conditions, hein, avec de la brume, avec du soleil en pleine tête. Au niveau des flares, des aberrations chromatiques, je peux vous dire que le résultat est excellent sur cet objectif-là. Il souffre tout simplement quasiment pas d'aberrations chromatiques, très peu de flares. On peut en avoir, hein, je pense qu'on aura quelques photos où on en verra, mais ça reste extrêmement contenu, hein, surtout pour ce genre d'objectif où c'est pas toujours évident, hein. Quand vous avez un 24-65, c'est pas toujours évident d'être bon aussi au niveau des défauts optiques. Alors ici, une photo prise à Sienne. Voilà. Je pense que le détail à l'intérieur de cette tour et sur ces bâtiments, je pense que la messe est dite. Ici, on est à 24 mm f4. Donc on est à la très grande ouverture du grand angle. Et voilà. 61 millions de pixels. Regardez le détail présent sur cette image. Voilà, alors c'est une photo évidemment, c'est un objectif avec lequel j'ai fait pas mal de photos de rue, on ne va pas s'y attarder plus que ça, hein. Ici c'est dans les rues de Sienne et de Florence. Voilà, comme l'autofocus fonctionne bien, que l'autofocus est silencieux, ben voilà, vous mettez au 35 mm, vous ne savez pas trop ce que vous allez photographier et hop, vous pouvez faire des scènes que vous auriez peut-être pas fait si vous aviez une focale fixe dont vous ne pouviez pas ajuster la focale. Alors voilà, ça c'est un exemple de macro que j'ai pu faire avec cet objectif-là. Encore une fois, je suis en train de marcher dans des herbes ici. Je suis en train de chercher un point de vue sur une église au milieu de champs, au milieu de vignes. Et puis d'un coup, je revois à mes pieds cette scène-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les couleurs m'ont vraiment beaucoup plu. Je vois en plus qu'il y a comme ici des petites billes d'eau qui sont en plus sur la végétation. Enfin, pour moi, c'est magnifique, quoi. Et hop, je peux dégainer 105 mm, je me rapproche au maximum à 38 cm et j'arrive à obtenir cette photo au A7R4. Sincèrement, moi, c'est exactement ce que je lui demande, en tout cas. Voilà, idem ici, je vois un cycliste avec un tapis, je vois l'équilibre entre ici une vue quand même emblématique et de l'autre, un tapis avec quelqu'un qui est en costume sur un joli vélo et bim, j'arrive à dégainer et là, encore une fois, l'autofocus ne m'a pas lâché et c'est vraiment ce que je lui demande finalement à cet objectif. Alors ici, on est sur un portrait, je suis à f4 au 24 mm. Regardez le détail qu'on peut obtenir. Donc oui, la réponse en fait à la question est-ce que cet objectif-là est capable d'assumer les 61 millions de pixels d'un A7R4, la réponse est globalement oui. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui vont arriver à faire mieux, notamment sur les côtés? Évidemment, oui. Mais c'est un objectif qui déjà, quelle que soit la résolution de votre capteur, va être capable de remplir les pixels comme rarement d'autres objectifs sont capables de le faire, notamment au niveau des zooms. Donc ici, autre exemple à l'heure bleue. Hop. Voilà. Ici, je suis à 5.6, à 70 mm.
On peut voir les Senstar ici qui commencent à apparaître, hein, donc on le voit mieux sur la photo suivante puisque j'ai fait exprès parce qu'il y avait beaucoup de lampadaires. On arrive avec cet objectif-là pour peu que vous fermiez à f16 ou à f11 à avoir des jolis Senstar. Hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais fait défaut sur cet objectif-là. Voilà, je l'ai amené aussi à la montagne. On peut revoir les fameux Sunstar. Ici, je suis à f8. Hein. Donc, à f8, en photo de nuit, quand vous avez des lampadaires, vous voyez, vous pouvez avoir ce genre d'effet que moi, personnellement, j'aime bien. Alors ici, j'ai fait une pause longue au trépied, justement, pour avoir la traînée des voitures qui étaient ici. J'aimais bien l'ambiance avec les nuages, avec la montagne qui faisait comme une vignetage où on voyait juste le sommet à cet endroit-là. Alors ici, voilà, encore une fois, dans l'optique du test, on peut regarder le piqué un peu partout. Donc voilà, une autre photo de paysage que j'ai fait quand je vous dis que j'ai affronté des conditions qui n'étaient pas toujours idéales. Hein. Ici, on n'est pas dans une condition idéale, on commence à être en basse luminosité. Ici, j'ai le soleil en pleine gueule, avec des espèces d'éclaircies, ça vient, ça va. Et l'objectif réagit plutôt bien. Hein. Je n'ai pas eu à souffrir énormément d'aberrations chromatiques, pas énormément de flair. Ça marche plutôt bien. Et ici, encore pire, hein, vous voyez, j'ai vraiment le soleil en pleine gueule. Il rentre dans l'objectif vraiment de face. Le pare-soleil ne peut rien faire pour moi. Et comme vous pouvez voir, évidemment, on a des petites taches comme ça qui apparaissent. Mais ça reste relativement contenu. Il n'y a pas des billes un peu partout. Il n'y a pas des traces qui sont extrêmement visibles. Si je me balade ici sur cette photo, vous voyez, ça reste relativement bon. Hein. Et le piqué, évidemment, si je regarde par ici où la mise au point est faite, il est d'un très très haut niveau. Très 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 haut niveau. Voilà, cette photo-là, elle est faite aussi pour vous montrer un peu le piqué, mais je pense que là, vous commencez à comprendre. Alors, on peut continuer avec les mires dont j'ai l'habitude, mais justement, ce test-là, comme c'est un objectif que j'ai amené absolument partout, je n'ai pas envie de vous montrer les mires habituelles de mon garage qui me permettent généralement d'avoir plutôt un avis sur un objectif tant que j'ai pas pu le confronter comme ça à différentes situations de voyage. Je pense qu'ici, ce n'est pas la peine. Ce que je veux que vous reteniez de ce test, c'est que globalement, c'est un objectif qui est très bon à toutes les focales. Il est excellent pour moi à 24 mm, surtout si vous fermez un peu. Il arrive à avoir une homogénéité qui est vraiment très bonne, même avec les bords et les extrêmes. C'est un objectif qui est capable d'engloutir les 61 millions de pixels d'un A7R4, donc c'est un objectif qui va être très bon, quelle que soit la résolution que vous avez aujourd'hui et que vous aurez demain. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de penser à demain, quand les capteurs vont monter en résolution. Et ensuite, au fur et à mesure que vous fermez la focale de votre objectif, que vous zoomez si vous préférez, c'est un objectif qui reste très bon, mais qui diminue un tout petit peu en piqué peut-être. C'est-à-dire que le piqué est plus fort à 24 mm qu'il ne l'est à 105 mm. Mais à 105 mm, on continue d'avoir quelque chose qui est vraiment très très bon. C'est juste qu'il est un peu moins fantastique, on va dire. On peut le voir ici, hein, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Mais ici, effectivement, on a un piqué qui est très bon à 105 mm, mais il n'est pas non plus fantastique. Donc, en termes d'aberration chromatique, de flair, de distorsion, tout ça, c'est très très bien contrôlé. La distorsion, si vous ne corrigez pas, vous allez la voir, la distorsion, je vais vous la montrer d'ailleurs. Vous voyez ici, c'est ce qu'on voit quand vous ouvrez l'image. Par contre, si vous avez le malheur d'enlever le profil de correction, vous allez voir la vraie image apparaître. L'image avant la correction et vous allez vous rendre compte que évidemment on a de la distorsion. Vous voyez ici, j'active le profil. Vous voyez, on voit bien la distorsion apparaître sur les étagères. Idem, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est le vignettage. Regardez ici, c'est ce bout de gaine ici en blanc, il est quasiment dans l'ombre parce qu'il est dans le vignettage. Et regardez, il s'éclaircit ici quand je corrige. Donc aussi, c'est un objectif qui, si vous enlevez le profil de correction, a pas mal de distorsion en barillet et souffre aussi pas mal de vignettage, mais c'est auto-corrigé en définitive. Donc, à partir du moment où l'objectif est capable de le corriger en préservant une bonne qualité, c'est ça qui est important. Et ici, comme vous pouvez voir, la qualité, elle est préservée. Donc, pour moi, ça fait le boulot et il n'y a pas grand-chose à dire sur les défauts optiques. En termes de stabilisation, moi j'ai réussi à prendre des photos à 105 mm à 1/6 de seconde. C'est-à-dire que vous avez une stabilisation qui vous permet de gagner 4 à 5 stops. Ça marche extrêmement bien. Ça vous permet aussi de faire des pauses longues à main levée. Alors évidemment des petites pauses longues.
mais ça vous donne cette option-là et c'est pour ça que c'est intéressant finalement. Parce que vous avez un objectif que vous pouvez mettre sur votre boîtier, sur lequel vous avez de multiples focales, vous avez une stabilisation, vous avez la tropicalisation sur cet objectif qui fait que c'est un objectif qui est résistant aux intempéries, vous avez un autofocus que vous n'arriverez pas à mettre en défaut même si vous le mettez sur un A9. Voilà, que demander le plus? Vous avez là une optique qui est extrêmement polyvalente, qui est extrêmement capable et qui est capable d'affronter à peu près toutes les situations en vous donnant d'excellents résultats. Oui, d'autres objectifs plus haut de gamme vous donneront un meilleur contraste, vous donneront un meilleur piqué, mais c'est au prix d'une polyvalence que vous aurez largement perdu. Je pense que la plupart des gens ne verront pas la différence entre le piqué délivré par ce 24-105 et le piqué que vous allez avoir sur une focale fixe parce que réellement, il est déjà d'un excellent niveau. Chose que vous ne voyez pas ici probablement dans toutes ces photos-là, c'est beaucoup de photos d'intérieur parce que j'estime qu'un 24-105 f4 en intérieur, ça vous oblige quand même à monter dans les ISO. Donc ça, il faut le dire aussi, en intérieur, je vais lui préférer une focale fixe lumineuse et c'est un objectif que j'utilise quasiment jamais en intérieur. Non pas qu'il n'en soit pas capable, mais j'estime tout simplement que f4 en intérieur, c'est souvent pas assez en définitive. Donc il est capable d'en faire, vous allez monter à 6400 ou à 12800 ISO et donc vous allez dégrader considérablement votre piqué de par la montée en ISO. Moi je l'ai très peu utilisé en intérieur. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce 24-105 f4 de chez Sony. J'ai pu le comparer, ici c'est pas l'objet, mais j'ai pu le comparer au Canon RF 24-105 f4 et sincèrement je pensais que le Sony allait avoir du mal face au nouveau Canon qui a une grosse réputation. Et j'ai trouvé le Sony presque meilleur, notamment dans les défauts optiques, que ce que j'ai pu voir sur le Canon. Donc pour moi, c'est vraiment un des meilleurs 24-105 f4 au monde. Et il y a très peu d'objectifs sur le marché qui sont capables de rivaliser avec lui. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce FE 24-105. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Vous pouvez rejoindre ma liste email pour savoir un peu qu'est-ce que je prépare concernant les appareils Sony. Vous avez le lien qui doit être juste là. Dites-moi en commentaire ce 24-105, est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous en êtes content? La communauté a envie de savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.